Je dois dire que c'est ça, notre formation en marche nordique précède de quelques années notre formation en marche afghane, mais je dois dire d'entrée de jeu que ma pratique des souffles, de la rythmique respiratoire de la marche afghane a contribué largement à améliorer la qualité de mes entraînements en marche nordique en faisant de cet exercice-là une pratique holistique. Et je vais tenter de vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette pratique aussi large et globale en nous. Comme dit le moine bouddhiste Mathieu Ricard, que vous connaissez sans doute très bien, dans un mantra secret dont il a avoué l'existence récemment. Son mantra, c'est « Je n'ai besoin de rien ». C'est déjà à peu près 6 pas en marche afghane. Je n'ai besoin de rien parce qu'en réalité, nous avons tout en nous et si bien que par la volonté, la détermination et la patience, on doit le dire, on peut maîtriser la marche afghane, mais aussi la marche nordique. Alors, la marche nordique, en réalité, c'est la capacité que nous avons d'utiliser 4 points d'appui. D'abord, les 2 bâtons et les 2 pieds. Par rapport à la marche classique avec bâton, on sait, les bâtons en marche classique, on les plante devant soi dans un angle de 90 degrés, essentiellement pour se supporter. Dans la marche nordique, nos bâtons nous servent de propulseurs. Et donc, à cet égard-là, je trouve que la marche nordique nous amène à retrouver le sens que nous avions il y a plusieurs millions d'années, c'est-à-dire que nous étions à ce moment-là des quadrupèdes. Et effectivement, nous avions 4 moyens de nous propulser, soit les 2 membres intérieurs et les membres, les jambes. En marche nordique, on va retrouver cette sensation-là en utilisant les bâtons, non pas devant, mais par les poussées qu'on va exercer derrière nous. Ce que ça va demander, bien sûr, après, disons, quelques mois d'exercice, d'entraînement et de pratique assidue, vous allez mettre en branle 90% de votre chaîne musculo-squelettique. Autrement dit, on va travailler à la fois les parties supérieures du corps et les parties évidemment inférieures que sont les jambes. Et on va mettre en opération également ces muscles-là avec un déroulement de pied complet. Vous savez, un pied a 3 points de bascule. D'abord, le coussinet du talon, l'avant-pied et les orteils. Les derniers à toucher le sol sont les orteils et ça a un effet extraordinaire puisque ça ouvre la cheville. En ouvrant la cheville, il s'inscrit une contraction, mais allongée, en étirement à la fois des jumeaux du mollet, des ischio-jambiers qu'on appelle le jarret et surtout des grands fessiers. En marche classique, on ne travaille pas tellement ces muscles-là, notamment les muscles des grands fessiers. Mais en marche nordique, on peut effectivement, par une bonne poussée et une bonne propulsion, on peut effectivement mettre en action ces muscles-là. L'autre avantage, évidemment, aussi, c'est de mettre en action les muscles supérieurs, essentiellement par le fait que j'agis avec mes bras et mes bâtons. En fait, les bâtons et les bras, ma main sur la poignée du bâton devient une nouvelle articulation et cela implique que je dépense beaucoup plus d'énergie qu'en marche classique. On dit en général qu'on va dépenser entre 2 et 4 fois l'énergie, les calories que je dépense en marche classique. Donc, on a un gain forcément plus intéressant. Ça nous amène aussi à avoir une augmentation de notre capacité de nous oxygéner. Si je prends en moyenne de l'air par inspiration, c'est 400, 500, 600 millilitres. En marche nordique, après un certain nombre de mois de pratique assidue, je peux facilement passer pour chaque inspiration à 1 litre et demi et même 2 litres, ce qui va améliorer énormément la circulation du sang et surtout de l'oxygène dans toutes les parties du corps. La même chose pour le cœur. Le cœur pompant davantage de sang, le cœur
se renforce. Compte tenu du fait également que j'ai 4 points d'appui, mon équilibre également s'améliore. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Là, évidemment, je ne fais pas un masterclass actuellement en marche nordique et c'est assez difficile de le faire comme ça en Zoom. Je vous signale en passant que le 21 avril prochain, qui est un jeudi à 10 heures le matin, pour les gens qui restent en Montérégie ou même à Montréal, j'offre un essai gratuit à 10 heures le matin au Parc national du Mont-Saint-Bruno et je prête les bâtons à ce moment-là et pendant 7 heures, 7 heures et demie ou ce 2 heures-là, nous allons pratiquer ensemble les différents éléments qui nous intéressent. D'où ça vient? C'est quoi l'origine de la marche nordique? Alors, c'est assez facile de le voir. Il vient essentiellement de la Finlande. La Finlande ayant le sport, son sport national étant le ski de fond. Il y a des gens qui, depuis des décennies en Finlande, utilisent leur bâton l'été pour se pratiquer. Forcément, avec des nuances, parce qu'on pourrait simplifier en disant que la marche nordique, c'est un peu le ski de fond estival, mais sans l'effet de glisse. C'est quand même toute une différence de ne pas avoir l'effet de glisse pour avancer, mais on utilise les bâtons. Les bâtons sont très différents. Si je peux vous les montrer ici, dans un bâton de marche classique, on a une dragonne qui est inamovible et habituellement, le bâton est fixe. Dans le cas de la marche nordique, on a une dragonne qui est clipsée à la poignée et on va enfiler un gantelet. Alors, j'enfile le gantelet ici, je le clipse au bâton. Et pourquoi? Parce que je vais avoir à lâcher le bâton lorsque mon bâton va être derrière moi pendant la marche. Alors, c'est important que le bâton reste, que je n'échappe pas le bâton. Et cette façon-là, il n'y a pas de problème. Et donc, le bâton de marche nordique est différent du bâton de marche classique. D'abord, le bâton de marche classique, on le sait, il est là pour nous supporter. Hein? On a un sac de jour, par exemple, et on part en balade. Ça nous aide, ça nous supporte et ça soulage aussi nos articulations. Vous allez avoir la même chose d'ailleurs avec le bâton de marche nordique. Si on l'appuie bien, habituellement, c'est à notre centre de gravité. Lorsqu'on fait une foulée, la synchronisation est fondamentale, mais la synchronisation est fondamentale dans tout type de marche. Mais il est d'autant plus critique dans la marche nordique, c'est-à-dire que le bras et la jambe sont toujours opposés. Et je plante mon bâton à peu près à mon centre de gravité, c'est-à-dire que le planté est toujours derrière moi et jamais devant moi. Donc, dès 1997, on a fait le lancement de ce qu'on a appelé en Finlande le Sovakeveli, ou littéralement marche-bâton. En France, on l'appelle le Nordic Walking. Au Québec, on l'appelle la marche nordique. Et très rapidement, en fait, il s'est inscrit dans la pratique. Il y a plus de 10 millions de personnes actuellement pour un sport qui a été créé en 1997. Ça a été un véritable feu de brousse et ça vaut vraiment, vraiment la peine. La dépense de calories, je le disais tantôt, est 2 à 4 fois supérieure, mais il faut faire attention, ce n'est pas un sport violent. Bien au contraire, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer. La différence, cependant, c'est qu'il n'y a pas de mystère hein, dans tout. Lorsqu'il y a un acquis de technique, il faut les pratiquer, les pratiquer, les pratiquer. Mais la marche afghane nous donne cet avantage déjà par sa rythmique respiratoire. On peut appliquer cette rythmique respiratoire de même nature à la marche nordique. Si par exemple on adapte en fait notre respiration à la topographie du terrain, bien, ça va être la même chose en marche nordique. Mais il y a peut-être aussi un autre élément que je trouve intéressant et qui est comparable à la marche afghane. La marche afghane, parce qu'elle développe et amplifie en fait notre capacité pulmonaire, on retrouve exactement la même chose en marche nordique, mais ça, c'est aussi musculaire et donc on développe notre endurance. J'ai été guide de randonnée de longue distance en Europe, entre autres, et à chaque fois
que j'avais des groupes qui venaient vers moi, je les initiais à la marche nordique. Plusieurs avaient des bâtons de marche nordique plutôt que des bâtons de marche et ça allait aussi bien sur des sentiers de longue durée que des bâtons de marche classiques. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire tellement sur, parce qu'on amplifie en fait notre capacité pulmonaire, on rassure également notre équilibre. Oui, le capital osseux, ça c'est important à préciser, c'est que nos bâtons créent une vibration, créent un choc qui va se réverbérer sur l'ensemble de notre squelette, si bien que ça peut prévenir l'ostéoporose parce que ça augmente la densité minérale de nos os, même de la structure osseuse. Alors ça, c'est un autre avantage énorme et en même temps, au niveau cardiaque, ben, c'est un renforcement de ce muscle-là en même temps. Alors, on peut dire que c'est un sport qui est très simple. Les bâtons ne coûtent pas très cher, soit dit en passant. On peut trouver un bâton comme celui-ci, par exemple, un Lecky, pour 100, 110, 120 dollars maximum. Et on a un bâton qui va être aussi utile pour la marche classique que la marche nordique. Euh, il y aura encore tellement de choses à dire. Si je répartis, par exemple, la portance sur 4 points d'appui plutôt que 2, donc mes deux pieds, mes deux bâtons, j'allège forcément d'autant le poids de mes pas sur à la fois mes jambes, mais aussi l'ensemble du corps. Voilà, c'est à peu près tous les avantages que je vois à la marche nordique. Et moi, je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter parce que vous allez trouver sur Internet une foule de choses sur YouTube, entre autres, en signalant marche nordique. Et vous allez voir plusieurs exemples visuels, en fait, de cette pratique-là. Voilà. La marche afghane, pardon, m'a amené à une présence à moi. D'abord parce que je dois prendre conscience de mon souffle. Je dois prendre plus que mon souffle, la rythmique respiratoire. En l'appliquant à la marche nordique, jamais je ne suis autant présent à moi-même que lorsque je prends maintenant mes deux bâtons et que je m'élance sur un sentier. Pourquoi? Parce que ça exige de la concentration. Mais plus que la concentration, en fait, c'est je dois absolument, parce qu'il y a une complexité, c'est Edgar Morin, le philosophe, pas le philosophe, mais le sociologue français qui disait, vous savez, le monde est très complexe. Alors, ne le compliquons pas. Essayons plutôt de le comprendre. Alors, comme la marche nordique, mais la marche afghane aussi est complexe dans une certaine mesure. Et c'est tant mieux, c'est d'ailleurs l'atout un peu de cette activité-là, elle n'est pas aussi simple qu'on peut le croire parce qu'on met en branle, on se questionne soi-même, on s'examine. Et la première chose que je fais quand je reçois des gens dans un entraînement, le premier entraînement, je n'utilise pas les bâtons. On pense d'abord à la posture. Et Dieu sait si en marche afghane, c'est important parce qu'on ne pourrait pas aller chercher le souffle que nous avons si nous n'avons pas la posture juste, qui est d'abord de s'assurer que nous avons la tête qui est bien droite sur nos épaules. Alors, on a 3 axes, hein, vous savez, dans le corps humain. On a un axe vertical qui va du centre de la tête jusqu'au milieu, en fait, de nos pieds. Hein? Donc, c'est-à-dire la tête, le nez, le menton, le plexus solaire, pardon, la ceinture pelvienne, le centre de la ceinture pelvienne et les deux pieds. Donc là, on a un axe vertical et on a 2 axes horizontaux. La ceinture scapulaire et la ceinture du bassin, la ceinture pelvienne. Et il faut absolument s'assurer d'être dans un bon alignement quand on fait de la marche afghane pour avoir libéré notre souffle. Hein, on parle de libérer le souffle. On libère le souffle aussi par une posture qui est juste. Alors que si on est affaissé, si nous avons les épaules, si la tête est légèrement penchée, on ne peut pas aller chercher l'oxygène qu'on veut. On peut aller chercher l'oxygène qu'on peut compte tenu du fait qu'on est complètement désaligné. Et je veux faire très attention avec les gens. Moi, je ne suis pas un professionnel de la santé. Hein, je ne suis pas un physiothérapeute, je ne suis pas un kinésie, je ne suis pas
un inhalothérapeute. Alors, je m'assure que les gens ont une bonne posture, on la pratique et ensuite, on commence à aborder les autres éléments. C'est pour ça que je mêle très souvent et je mixe très souvent le souffle et les rythmes de la marche afghane avec le travail musculaire et squelettique de la marche nordique. Et donc, ça suppose une présence à soi complète. Si on pense à autre chose, on perd tout à coup le rythme, on perd l'équilibre et ça ne marche pas. Voilà. On peut faire les deux, en fait, autant sur un trottoir, hein, sur l'asphalte, sur le dur, que sur une terre battue. Cependant, c'est vrai, c'est beaucoup mieux et ça plante et le bâton s'accroche beaucoup mieux en terre battue, hein, sur des sentiers de terre battue. Ça peut être sur le plat, ça peut être en montagne, sans problème, mais on peut aussi le faire dans notre quartier, autour du bloc, même dans le parc urbain. On ajoute à ce moment-là, quand on achète le bâton de marche nordique, il vient avec ce qu'on appelle des patins en français ou des caoutchoucs. En fait, si je vous montre en fait la pointe d'un bâton de marche nordique, on a ici une pointe qui est très usée malheureusement, mais on a une pointe en tungstène habituellement qui vient s'accrocher très très bien dans le sol. Évidemment, si je vais par exemple en pleine ville sur les trottoirs, le bâton vient avec un caoutchouc qu'on met au bout de cette pointe-là. Et donc, on peut effectivement marcher en milieu urbain sans problème avec les bâtons de marche nordique. Quant à moi, je donne surtout mes entraînements dans le parc national du Mont-Saint-Bruno. Et là, ça ne pose pas de problème puisqu'on est toujours sur des sentiers en terre battue. Tu sais. On n'a pas besoin à ce moment-là d'ajouter les caoutchoucs. La plupart des gens regardent presque leurs pieds lorsqu'ils marchent. Hein? Ça les amène effectivement, comme vous, à avoir la tête penchée. Il faut simplement savoir que la tête est l'organe le plus lourd du corps humain. Alors, si bien que lorsqu'on penche la tête légèrement, la pression de ce poids vient s'accumuler sur les vertèbres. Alors, si je penche de 15 degrés, je vais ajouter presque un 10-12 kilos de poids supplémentaire sur la colonne vertébrale, ce qui peut provoquer des maux de dos, par exemple. Mais la pratique que je demande aux gens, et c'est assez curieux parce que les gens, c'est une question de confiance en soi aussi et de pratique. Vos yeux, en fait, il y a des muscles oculaires. Et on ne les pratique malheureusement jamais. On ne tient pas à ce qu'on marche rapidement. Au tout début, nous marchons lentement pour nous habituer à regarder devant nous. On a besoin d'avoir des bâtons. C'est pratique d'avoir des bâtons qui sont télescopiques, puisque dans les montées, on les raccourcit pour s'appuyer dessus pour monter. Donc, ce n'est pas vraiment à proprement parler de la marche nordique. C'est de la marche en montagne, mais ce n'est pas nécessairement de la marche nordique. Et je ne le conseille pas non plus, parce que autant en montée qu'en descente, quand on est dans une descente abrupte ou dans une montée abrupte, on a intérêt à marcher très lentement et à servir très souvent de nos mains, d'ailleurs, pour accrocher les pierres ou pour ne pas perdre l'équilibre. Personnellement, dans les montées abruptes, je n'utilise pas de bâton. Et quand je les utilise, je les raccourcis de beaucoup. Et quand je descends, évidemment, je les rallonge. Mais je n'ai pas d'orthèse ni de prothèse au genou. J'ai au contraire une musculation suffisamment développée pour me permettre effectivement, mais en faisant très attention et en gardant toujours mon alignement. Quand je conserve mon alignement, c'est-à-dire les pieds bien droits devant, qui sont en ligne avec la cheville, avec les genoux, avec les hanches, je n'ai pas de problème. C'est lorsque je dévie, que je me désaligne, que là, ça peut vraiment faire très mal. Alors, je vous donne l'exemple, je pars en trek au Népal. Donc, on ne va à aucun camp de base, là, soit dit en passant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les villages, puis d'aller d'un village à l'autre à 3000, 3300 mètres. Je ne vais pas plus haut que 3300 mètres. Je n'aime pas manquer d'oxygène. C'est peut-être un défaut de la marche afghane. J'aime beaucoup l'oxygène et j'essaie d'aller en chercher un maximum. Et là, on monte. Disons que je pars à 1000 mètres, puis je dois monter à 2000, 2500 mètres. Là-bas, c'est des vieilles marches, hein? C'est des vieux sentiers qui ont des siècles et des siècles et des siècles. Et comme c'est très minéral,
c'est des pierres qui ont été installées et vous savez comme moi que les pierres peuvent être d'une hauteur différente de l'une à l'autre. Là, la marche afghane a été extraordinaire pour moi parce que j'allais sur des rythmes de 2-2, des fois même 1-1. J'inspirais, je montais, j'expirais, je me reposais, puis j'inspirais, mais je pouvais le faire sans problème et arriver à 2000-3000 mètres, j'étais frais et dispo. Ensuite, évidemment, on marche comme si on marchait sur une crête. Donc là, il n'y a pas de montée ni de descente, mais il n'y a vraiment aucun problème. Il s'agit essentiellement de toujours rester très concentré, très présent à soi et de ne pas se surestimer. Alors, s'il faut prendre 4 heures pour faire 1000 mètres ou 2000 mètres, on prendra 4 heures. Qu'est-ce qui nous presse tant de toute façon? Alors ça, c'était extra. Et j'ai vécu cette expérience-là avec des gens qui étaient en surpoids au Portugal pendant 10 jours sur une falaise. Évidemment, on était sur une crête, donc sur une espèce de faux plat, mais il y avait quand même une végétation dunaire, il y avait quelques dunes fossiles qui étaient là. Et ces gens-là ont réussi à faire le 100-120 km pendant ces 10 jours sans problème. On n'a rien qui nous presse. On a juste à être nous-mêmes. On vit dans un espace extraordinaire pendant ce temps-là. Les gens sont en contemplation, les gens sont émus de vivre cette expérience-là, et donc rien ne nous presse. Il faut dire aussi que j'avais prévu, dans le cas d'une fatigue exceptionnelle, des navettes qui pouvaient prendre les gens et les ramener au camp de base. Ça, c'était vraiment pas un problème. Mais ça les rassurait aussi en même temps, en quelque part. Et donc, très souvent, bon, les premiers jours, ils prenaient la navette, mais les 5 derniers jours, là, il n'y en avait plus de navette. Là. Ils étaient tellement confiants en eux que ce n'était pas un problème. Et là, vraiment, c'était une espèce d'orgueil là, de pouvoir finir le sentier. C'était extraordinaire. C'est des expériences humaines absolument formidables. J'espère répéter l'expérience en mai 23, si possible, puisque cette falaise-là est en fleurs. C'est une végétation dunaire et c'est le mois de mai et ça éclate de partout, de toutes les couleurs. Nous, on l'a fait en octobre où le terrain est brûlé. Évidemment, c'est différent, mais voilà. Et comme je disais tantôt, la tête étant l'organe le plus lourd, si j'oublie ma tête et que ma tête penche un petit peu, mes épaules vont s'affaisser parce qu'ils vont suivre ma tête. Et là, je vais rendre ma marche tellement plus difficile et tellement désagréable que peut-être que le lendemain, je n'irai pas marcher. Je vais attendre 2 jours, alors qu'on devrait marcher tous les jours. Alors, je dois vous dire qu'à l'âge de 20 ans, je partais très souvent en autonomie complète avec un sac de 50 à 70 litres sur le dos. Donc, évidemment, je n'allais pas en marche nordique, j'allais essentiellement avec des bâtons de marche pour pouvoir supporter ce poids très, très lourd sur mes épaules. Maintenant, je ne fais plus ça. Ça ne m'intéresse plus. Je fais transporter mes bagages. Comme au Népal, par exemple, j'avais un sac de 30 litres au maximum. Pour moi, ce n'est pas un problème, 30 litres. Et donc, j'ai pu le porter avec mes bâtons de marche nordique et j'ai pu monter 3300 mètres. C'est vraiment pas un problème. Par contre, dans mes voyages avec le monde, étant donné que mes groupes ont plutôt entre 55 et je dirais 75, 78 ans. Là, le plus vieux avait 78 ans. J'avais des navettes et je faisais transporter les bagages. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'est un sac de jour. Ils mettaient leur lunch dans le sac, une paire de chaussettes pour changer éventuellement, un anorak ou quelque chose comme ça pour se protéger du vent ou de la pluie. Mais c'est tout, c'était extrêmement léger. Et puis 1,5 litre d'eau, hein, pas plus que ça. Parce qu'il y a des points de relais aussi, des villages, ainsi de suite, donc ce n'est pas vraiment un problème. Alors, non, non, parce que là, on est dans un autre, complètement dans un autre pan. Si vous travaillez avec un 50 ou 60 litres sur le dos, moi, j'ai plus la force, même si je me sens assez costaud quand même, parce que mes chaînes musculaires travaillent beaucoup, j'ai plus le goût de ça, j'ai plus le goût de m'épuiser. J'ai vu, par exemple, au Népal, effectivement, beaucoup de jeunes
voyager avec des sacs de 50, 60, 70 litres parfois. C'est pour ça qu'il faut partir en pleine conscience. Moi, je ne partirai pas en fou avec un sac lourd sur mes épaules parce qu'au bout de quelques kilomètres, je serai épuisé et je me priverai de ces moments de contemplation qui sont tellement délicieux lorsque nous nous trouvons sur des sentiers aussi extraordinaires que ceux du Népal, par exemple, ou encore je parle de celui du Portugal ou en France, dans les Cévennes ou ainsi de suite. Euh, et puis, tu sais, aujourd'hui, même si on part nous-mêmes, là, on peut prévoir hein, notre cheminement et puis s'arranger effectivement avec un peddler local pour transporter les bagages de l'endroit que nous avons choisi le soir où nous nous rendons. Les gens de Compostelle, il y en a beaucoup qui le font comme ça aussi. Tu sais. La marche nordique, c'est comme la marche afghane, c'est complexe. Donc, il faut maîtriser cette complexité-là. Et cette complexité-là va se maîtriser par la pratique, l'assiduité et la patience aussi. Moi, je dis, c'est des mois de pratique, mais ça vaut tellement la peine. Je vais utiliser une expression que Jacques Languérin utilisait tellement souvent dans ses émissions par quatre chemins. C'est on atteint un stade à un moment donné de pleine conscience, optimalement oxygéné, qui font qu'on pèse tellement moins de kilos qu'on a l'impression de flotter dans l'espace. Mais ça vient avec la pratique, ça vient avec le temps. On ne peut pas prendre un livre de marche nordique, lire ce qu'il y a dedans, puis essayer de pratiquer, puis dans une semaine ou un mois, voilà, c'est fait. Non, non. Mais c'est de plus en plus excitant au fur et à mesure où on commence à maîtriser cette synchronisation simultanée. Mon bâton s'accroche dans le sol, mon pied me propulse, mon bras m'aide à me propulser davantage. Il y a comme une espèce de chorégraphie dans cet élan-là qui devient, d'abord, c'est très élégant, hein, parce que pourquoi on n'est pas affaissé sur soi-même, au contraire, on est heureux, on vit, mais on vit entièrement. On vit entièrement avec son corps. Et ça, c'est l'avantage, en fait, de mobiliser nos chaînes musculo-squelettiques. On a des chaînes musculo-squelettiques, les bras, par exemple. On ne travaille pas avec les épaules, on ne travaille pas avec les trapèzes. Les trapèzes, on les laisse tranquilles. On travaille avec des épaules détendues, mais avec un bras ferme. Et l'autre chose aussi que je voudrais illustrer, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, je vais vous montrer un exemple. Ici, vous avez un muscle raccourci. Hein? Vous avez le biceps et les deux tendons viennent et mon muscle se raccourcit. En marche nordique, on ne fait plus de muscles raccourcis. On fait des muscles contractés mais étirés constamment. Si vous essayez, demain, essayez de le chose. J'ai dit tantôt que votre pied a 3 points de bascule. Vous avez le coussinet du talon, jamais le bout du talon, hein, jamais le coin du talon. On ne choque jamais son pied sur le sol. Ça donne un coup sur le genou, sur les articulations, c'est très malsain. L'idée, c'est de déposer le coussinet du talon, ensuite l'avant-pied et d'être patient parce qu'il faut attendre aux orteils. C'est les orteils qui sont les derniers à quitter le sol. Mais cet orteil, en fait, le fait que vous soyez les derniers, votre cheville est ouverte. Votre cheville étant ouverte, elle envoie à travers le tendon d'Achille jusqu'au mollet, au jumeau du mollet, et ensuite ce qu'on appelle les ischio-jambiers ou le jarret, tout un élément, une contraction qui atteint les grands fessiers. Et vous savez, les grands fessiers, on a un peu perdu leur habitude de les utiliser comme muscles, hein, parce qu'on vit beaucoup assis, nous sommes très sédentaires. Mais à partir du moment où on commence à marcher puis à utiliser le déroulement complet du pied, avec ses orteils qui agissent comme propulseurs, essayez, vous allez sentir vos grands fessiers. Vos fessiers vont se raffermir, un peu comme toute la chaîne musculo-squelettique se raffermit. Voilà. Quand je vais en randonnée, je prends des chaussures à haute tige. Moi, j'ai des Loa, là, je les prends à haute tige pour couvrir mes chevilles. On ne sait jamais,
Tu sais, les sentiers, tu les connais moins. Tu peux percuter une roche et ce serait bien dommage de se blesser la cheville au deuxième ou troisième jour d'une randonnée qui en dure 10. Donc ça, quand je vais en randonnée, je prends des chaussures, des bottes de marche, si vous voulez, là, à haute tige qui couvrent mes chevilles. Mais dans la ville ou quand je donne mes entraînements en marche nordique dans le parc du Mont-Saint-Bruno, je prends des chaussures ordinaires de marche à basse tige, comme on trouve sur le... Par contre, ce que j'ai à conseiller, moi maintenant, je prends mes chaussures chez Medicus, probablement à cause de mon âge, là, je ne sais pas. Mais essentiellement, d'ailleurs, on trouve les marques aussi populaires chez Medicus qu'ailleurs, mais chez Medicus, en fait, les chaussures, pour moi, l'important, c'est de ne jamais avoir d'orteils qui viennent se mettre l'une sur l'autre. Et très souvent, ça va arriver avec une chaussure qui va être trop en pointe pour moi. Moi, j'ai vraiment besoin, quand j'essaie une paire de chaussures, que mes pieds soient complètement à plat, qu'il n'y ait aucun resserrement au début, pour que quand je marche, je sente très bien tous mes pieds. Parce qu'après tout, il y a quoi? On dit qu'il y aurait 7000 zones sensibles sous les pieds. Donc, on a intérêt effectivement à libérer toute cette zone-là pour bien sentir son pied et la marche de son pied. En fait, le mot magique, c'est la proprioception. Et la proprioception naît du signal envoyé par le pied au cerveau. Donc, on a intérêt, effectivement, si on veut avoir une proprioception qui soit pleine et entière et bien en équilibre, d'avoir une botte à semelle assez douce et non pas rigide. Pour prendre le mantra de Mathieu Ricard, je n'ai besoin de rien. Et moi, mon rythme idéal quand je suis sur le plat en marche afghane, c'est 6-6 avec une pause. OK? Donc, 6, pause 6. Alors, je n'ai besoin de rien. Et je suis tellement heureux de dire ça, que je n'ai besoin de rien. Si je vais monter, par exemple, je vais prendre un mantra, j'ai mal. 2 pas. Alors, ça dépend beaucoup. Je vais modifier le mantra en fonction. Au lieu de compter mes pas, j'ai choisi les mantras parce que ça me ramène à moi-même. Tu sais? Et en fait, ça module également les mêmes rythmes. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que je vous souhaite de connaître les joies que j'ai connues grâce à la marche afghane, pratiquant la marche nordique. La marche afghane est venue tellement, tellement améliorer cette expérience de la marche.